Philippe Cobert, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Invitation à l'occasion de ce spectacle, Les Lettres de mon moulin, que vous donnez au Théâtre de l'Œuvre. Alors, c'est un spectacle qui a été créé en 2020, pendant la pandémie. Il a tourné ensuite cet automne en Provence. Et maintenant, on vous retrouve à Paris, au Théâtre de l'Œuvre. Un spectacle en deux parties, on peut le préciser. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un spectacle tellement long que vous l'avez coupé, puisqu'il y a beaucoup de lettres. Voilà. Et surtout, on va peut-être commencer par préciser une chose, parce qu'il me semble que c'est extrêmement important et vous allez nous expliquer en quoi cela consiste. Ce n'est pas une lecture, ce n'est pas non plus une récitation, c'est bien du théâtre, vous jouez les lettres de mon moulin. Ça veut dire quoi exactement? D'abord, merci à vous, vraiment réciproquement, de me recevoir, parce que c'est assez rare. Il y a pas beaucoup de gens qui ont un problème avec Alphonse Daudet en ce moment. Oui, en effet, je les joue. Je crois, j'essaie de réfléchir vite, mais ça veut dire que je les incarne. Oui. C'est mon métier, mon art, j'espère. Et c'est ce qui m'a, entre autres choses, donné vraiment l'idée du spectacle. Quand j'ai relu, entre guillemets, en fait lu, parce que je ne m'en rappelais plus du tout, les lettres de mon moulin, il y a un théâtre là-dedans. Ça veut dire pas juste, il y a un texte extraordinaire, etc., des récits, etc., mais il y a des personnages, il y a des situations, il y a quelque chose à jouer, comme je jouais mes spectacles autobiographiques quand je faisais Ariane, Clément, Bruno, mes copains. Il y a quelque chose vraiment à incarner, à mettre en scène, à faire voir, à faire imaginer, qui est en plus dans le génie propre de Daudet, qui est vraiment un écrivain de ça, quoi. Ici, il écrit presque comme on fait du cinéma. Donc, vraiment, je tenais... Comme on a ce souvenir des lettres de Fernandel, des lettres lues par Fernandel sur les disques quand on était petit, ou par Galabru plus tard, je voulais vraiment que ce soit clair que là, on allait voir le théâtre d'Alphonse Daudet. Mais oui, on la voit, cette mule. Elle est gestuelle, cette mule. Elle est extraordinaire. Le père Gaucher, alors lui, c'était totalement truculent. Donc, Dieu sait qu'il y a de quoi faire. C'est-à-dire que vous utilisez l'ensemble de la scène. C'est-à-dire que tout à coup, tout cela prend vie. Parce qu'en fait, dans la langue de Daudet, tout cela est extrêmement vivant. Il y a quelque chose d'assez fabuleux dans cette langue qu'on entend tout à coup dans toute à la fois sa poésie, sa drôlerie, sa vie. C'est-à-dire, je crois que c'était... Je suis pas du tout prof de lettres, hein, je n'ai pas enquêté sur Alphonse Daudet, je savais même pas tous les mauvais côtés, etc. Je savais rien de tout ça. Mais je crois qu'il y a chez cet écrivain, il a absolument pas le souci de montrer qu'il sait bien écrire. Il cherche surtout à frapper le lecteur du Figaro qui va lire ça à toute allure, parce que c'était des chroniques qu'il envoyait, et retenir son attention. Il y a presque un souci, encore une fois, commercial, presque cinématographique, de tout de suite rentrer dans la situation, faire voir les choses, trouver l'économie de mots, mais vraiment maximale, presque à la Flaubert, quoi. Et du coup, mon frère qui fait du cinéma, qui est opérateur, m'a dit, c'est incroyable, on dirait des courts-métrages. Il parlait du premier spectacle, les histoires sont plus courtes, mais on dirait des films. Et j'ai dit, mais moi, je suis dans un film. Quand je joue ça, je vois un film. Et c'est ce film que je joue et que j'essaye que le spectateur s'imagine. Et je parlais de la langue d'Alphonse Daudet parce qu'en fait, il y a à la fois ce jeu sur les sonorités, sur les intonations. Vous jouez toute la Provence, vous jouez cette langue occitane. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est aussi une civilisation. Bien sûr. Et puis, vous faites sentir à quel point, à travers cette civilisation, il y a cette beauté des mots, de leur pouvoir d'évocation, d'évocation pas seulement des personnages, mais d'un paysage, d'une plante. C'est vraiment un exercice de redécouverte de ce qu'est une langue. Exactement, et dans sa pureté, dans sa simplicité, pour moi, hein, dans sa noblesse, et en même temps dans le côté prosaïque, le côté immédiatement efficace, quoi. Alors en effet, c'est la Provence, c'est le royaume de Provence, hein, c'est l'époque où la France, c'était pas la France, hein. Il y avait la France, et puis il y avait le royaume de Provence, du Languedoc, etc. Quelque chose qui est toujours vivant, contrairement à ce que souvent les Parisiens croient. Moi, je vois toujours. Alors, et puis, j'avais vu aussi en lisant
tous ces personnages allaient pouvoir jouer tous les accents. Parce que l'accent du Midi, ça c'est une invention parisien, ça n'existe pas. Il y a autant d'accents que de personnes. L'accent du Midi, c'est chaque personne a son propre accent. Moi j'ai le mien, mes parents étaient plutôt des bourgeois, etc. Enfin mon père, etc. Mais donc un accent plutôt corrigé, il y a les accents. Mais il y a tous les accents, et ces accents sont le vestige d'une langue qui est la langue d'oc, la langue occitane et le provençal. Et c'est pour ça d'ailleurs dans le premier spectacle, il y a un morceau de Mistral où vraiment on entend le provençal. Oui, j'allais dire, Alphonse Daudet était très ami de Frédéric Mistral. Ils ont été très liés pendant longtemps avant de se fâcher un petit peu. Mais il y a donc cette connaissance de cette civilisation très particulière qu'est l'Occitanie, la Provence, c'est-à-dire toute cette civilisation qui n'est pas celle du Nord. Non, qui est un autre pays et même encore aujourd'hui. Vous savez, je suis frappé, je sais pas, je vois des films comme Bac Nord ou d'autres, de voir, par exemple, je pense que c'est le personnage féminin dans Bac Nord, ça m'a frappé, je me suis dit, mais on dirait un personnage de Pagnol, on dirait Fanny. Vous voyez, je pense que même dans les nouvelles générations populaires de Marseille, etc., et ben cette Provence, elle reste vivante. Et c'est pour ça que moi, quand je joue ce texte d'Alphonse Daudet, quand même un vieux truc, ben, j'ai l'impression d'un truc extrêmement moderne, moi, je m'identifie à lui, à Alphonse Daudet, je suis aussi un Marseillais qui est monté à Paris, enfin je suis monté à la cartoucherie plutôt, mais en tout cas qui est monté, oui, moi je suis pas monté à Paris, je suis monté à la cartoucherie. Et donc, comme lui, petit Nîmois, monté à Paris et voyant la Provence avec un peu le recul et la tendresse, mais aussi un peu la cruauté de ce regard double. Donc là, il y a quelque chose, je trouve, de très actuel, d'éternel. Et puis après, il y a les animaux, ça aussi c'est important, c'est-à-dire les animaux, la nature. J'ai commencé à faire le travail de mémorisation au Sénégal où j'étais en vacances. Et ben, j'étais dans une société qui ressemblait à celle-là, avec les animaux, les curés qui sont dans la vie, alors parce que là-bas c'est des musulmans, mais qui sont pas intégristes, qui sont même des fois pas très honnêtes, un peu immoraux, ce qui fait beaucoup de bien. Voilà, et j'ai trouvé une société qui ressemblait à celle-là. C'est une image d'une société, j'allais dire, que vous dites qu'elle est encore vivante, et en même temps on a l'impression que tout cela est en train petit à petit de s'effacer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me frappait en voyant votre spectacle, c'était d'abord le fait que Alphonse Daudet était un écrivain populaire, extrêmement populaire. C'est du patrimoine, mais ce n'est pas de la littérature élitiste, c'est du patrimoine commun qui s'est transmis dans toutes les familles françaises, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est très dommage. Vous savez, je vais encore parler de quelqu'un dont j'ai beaucoup parlé dans ma vie, mais ça fait rien. Quand j'ai vu Ariane l'été dernier, elle me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Alors j'ai dit, oh, allez, tu vas te moquer de moi. Je vais monter les lettres de mon moulin. Je monte les lettres il y a 2 ans, je monte les lettres de mon moulin. Elle a sauté en l'air, elle m'a dit, quelle bonne idée, c'est comme ça que j'ai découvert la littérature. Oui, je me dis, elle m'a dit, ouais, Alphonse Daudet, antisémite, machin, truc. Pas du tout. Elle m'a dit, Et en effet, je suis étonné, par exemple, de voir alors les enfants, bien sûr, ça fonctionne, mais les adolescents, c'est une langue qui parle direct à l'imaginaire enfantin, adolescent, et qui, en plus, ça raconte des histoires d'amour, des histoires, ça se moque des curés, enfin, il y a quelque chose. Et en effet, c'est très, très, très dommage qu'on ait abandonné ce chemin direct vers la littérature et vers la pensée, parce que c'est bien plus facile que plein d'auteurs contemporains qui peuvent être formidables, mais qui sont plus difficiles d'accès. Là, on est en plein dans la littérature primitive et en même temps extrêmement sophistiquée, la grande littérature du 19e siècle. Mais oui, et je suis souvent frappée d'ailleurs de voir, bon, les enfants ne connaissent plus que La chèvre de Monsieur Séguin, et encore dans les textes qu'on leur fait lire, est toujours expurgé le début, c'est-à-dire l'intervention du narrateur qui donne le sens de ce texte. C'est-à-dire l'avertissement au poète. Parce que c'est aussi, d'abord, en enlevant ça, on enlève le narrateur, comme vous dites, c'est comme si on enlevait le narrateur dans La recherche du temps perdu. Et puis c'est Alphonse Daudet, c'est lui. Et puis c'est aussi qu'il y a quelque chose qui est sommaire. On croit que ce qui est important, c'est l'histoire. C'est pas l'histoire.
Et d'ailleurs, il y a un contre-exemple. Il y a eu Pagnol a fait des films sur Alphonse Daudet. Ils ne sont pas très bons. Parce qu'il joue l'histoire. L'histoire n'a aucun intérêt. Ce qui est merveilleux, c'est le regard d'Alphonse Daudet sur cette histoire. Et c'est ça qui le fait. C'est ça le truc. C'est le regard qu'il a là-dessus, cette ironie, et en même temps cette affection, etc. Et en effet, j'ai tenu absolument à garder les prologues ou les épilogues des histoires, parce que c'est ce qui donne leur sens et qui fait qu'on rentre dans l'histoire. Bien sûr, d'ailleurs, vous êtes le narrateur physiquement avant de devenir tous les personnages. Ouais. Et ce narrateur, il est là et il compte. D'ailleurs, vous jouez avec lui, vous jouez aussi de lui. Vous vous amusez de vous-même en train de jouer ce narrateur. C'est pour ça qu'un jour j'ai décidé de me mettre en costume d'époque. Je vais vous dire très simplement, je vais penser aux Visiteurs, le film, que je trouve un film absolument génial. Et je me suis dit, j'ai envie qu'on voit, comme dans Les Visiteurs, Alphonse Daudet arriver du 19e siècle sur une scène de théâtre ou dans tous les lieux, parce que j'ai joué dans plein de lieux différents. Je fais des grandes tournées à Marseille, évidemment, un peu partout, grâce à Dominique Bluzet qui en a organisé un truc formidable. Mais j'ai envie qu'on voit arriver ce personnage du 19e siècle et qui nous parle depuis son 19e siècle comme maintenant, et qu'on se rende compte qu'il est familier, c'est nous. C'est lui, c'est un oncle, c'est un frère, c'est pas un grand-père, il est comme nous. Oui, et quand je disais que ça faisait partie de la vie des gens, moi, mon arrière-grand-mère était surnommée Mamette, en référence aux vieux. Voilà, ça faisait partie du quotidien. Et j'ai gardé le fait que tous les ans, à la période de Noël, eh bien, avec les enfants, on lit les 3 messes basses, parce que c'est une très bonne façon justement j'allais dire, d'être aussi confronté, de confronter les enfants à ce qu'a pu être réellement Noël, c'est-à-dire qu'il y a une transmission d'une civilisation, d'un rapport au monde, à la religion, qui peut-être est assez important à faire. Mais qui est fondamental. Moi, vous savez, c'est l'enfant que je suis toujours qui a... je me suis dit, j'avais calculé pour que le 24, on joue les 3 messes basses, parce que ça, pour moi, dans ma mémoire, les 3 messes basses, c'était la messe de Noël idéale, extraordinaire. En plus, c'est magnifique, la chute, tout est extraordinaire. Et puis, la mule du pape, parce que j'avais envie que j'ai créé ce spectacle à Avignon, j'avais envie que les jeunes entendent ce que c'est qu'Avignon au temps des papes. Qui n'a pas connu Avignon au temps des papes n'a rien vu. Ça, c'est magnifique, où il y a des choses comme ça dont je voulais vraiment que ça percute sur des choses que les gens connaissent. C'est ça la force aussi des grands classiques, c'est de faire résonner la modernité. Enfin, je parle d'une manière peut-être un peu prétentieuse, mais c'est de faire résonner ce qu'il y a autour de nous, de dire c'est marrant, c'est pareil, c'est pas pareil. En tout cas, on vient de là. Ça, c'est. Il y a peut-être quand même une forme de snobisme dont est victime Alphonse Daudet. On parlera ensuite de la façon dont il est perçu aujourd'hui, avec cette espèce de vision anachronique et où on ne voit plus que la dimension noire, l'antisémitisme, on efface le reste. Mais il y a aussi le fait que, en gros, il y a les grands auteurs, Balzac, Zola, etc. Et puis, justement, les auteurs de littérature populaire. Donc Alphonse Daudet, Alexandre Dumas, avec un Victor Hugo qui est entre les deux, c'est-à-dire auteur de littérature profondément populaire, mais en même temps qui, par sa stature, peut être dans le Panthéon. Vous n'avez pas, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi qui joue contre Alphonse Daudet. Sûrement, en tout cas, moi, quand j'ai donc relu ou lu, comme vous voulez, vraiment les lettres de Montmoulin, moi je me suis dit, mais putain, mais c'est un grand écrivain. Et c'est vrai que j'avais un souvenir de Bibliothèque verte ou d'un truc comme ça. Mais c'est un très grand écrivain. Et quand même, à l'époque, il était considéré comme un très grand écrivain. Moi, j'ai souvent monté des auteurs, André Suarez, qui n'est pas connu, André Benedetto, qui est méprisé, Alain Moncouquiol, alors c'est les taureaux, la corrida, alors là, on n'en parle même pas. Et là, il est victime de sa notoriété. C'est tellement connu, Alphonse Daudet, qu'en fait, c'est méconnu et complètement oublié. Et moi-même, je me suis dit, mais c'est pas possible, mais je suis complètement fou. C'est vraiment dans la lignée de Zola, d'ailleurs, dont il était ami, de Zola. Puis là, maintenant, je découvre beaucoup. Je lis le journal des concours, je lis Léon Daudet, je lis tout ça. Donc, ça permet de voir ce monde incroyable et ces gens qui étaient quand même
l'art de l'écriture au 19e siècle, c'est pas un vieux machin. Et puis, si tout ce qu'on disait tout à l'heure aussi, dans la peinture qui fait par exemple des curés, moi je joue du Reiser par moment. Dans ma tête, je fais du Reiser, je fais du Wolinski. C'est des caricatures, mais extraordinaires, de justesse et de férocité, et en même temps, tellement de tendresse, quoi. On les adore d'être comme ils sont. Et ça change de ce monde actuel, tellement puritain, moraliste, condamnant. Lui, il condamne pas. Il dit, allez, ça veut dire un peu, ouais, peut-être que je suis aussi un peu comme lui, un peu comme eux, mais bon, voilà. C'est-à-dire qu'on est face à une religion qui est vue en dehors de tout fantasme de pureté. C'est une religion qui, avant tout, vit et s'accommode de l'humain, de la chair. C'est pour ça que je vous ai dit, quand j'étais au Sénégal, je reviens là-dessus, ça m'a frappé, parce que Sénégal, qui est quand même, la religion musulmane est très répandue, puis c'est intéressant d'en parler, parce que, mais... comment vous dire, les filles sont extraordinaires dans la rue, elles sont habillées comme des reines. Il y a une sorte, c'est pareil qu'avec les animaux, il y a une sorte de familiarité avec les enfants, et c'est quand même, ça, on peut, je dirais même, on devrait avoir la nostalgie de ces sociétés-là, quoi, où l'humanité est encore vivante. Oui, alors justement, si on doit en avoir la nostalgie, c'est peut-être parce qu'on est en train de basculer dans un autre monde. Moi, c'est ça qui me frappe aussi. C'est de voir à quel point la peinture que Daudet fait du monde nous renvoie justement au puritanisme actuel, à l'absence totale de second degré et la mésestime dans laquelle il est, même... Enfin, visiblement, le fait qu'il soit en train de basculer du côté des écrivains maudits, ça nous raconte aussi un certain rapport à la littérature. On est en train de couper tout lien avec l'œuvre d'art au nom de la morale. Bien sûr. Moi, l'enfant de 68 que je suis, s'il avait pu deviner que j'allais vivre un truc pareil, franchement... Je suis stupéfait tous les jours, et stupéfait pas au bon sens du mot. Hein. C'est sûr que je reste, moi, un enfant de 68, jamais je renierai 68, pourtant j'ai fait un spectacle très féroce sur l'aspect noir de 68, qui s'appelait tout simplement Avignon 68, il est arrivé très vite, l'aspect noir. Hein. Dans les révolutions, l'aspect noir arrive très vite. C'est ce qui passait en Avignon présageait de tout ce qui allait se passer après. Mais 68, moi je reste un enfant de 68, c'est-à-dire de la liberté, de ce que ça a été dans ma vie, ça m'a sauvé la vie, 68 tout simplement. Donc voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, puis comment dirais-je, j'ai aussi ce nez collé sur l'actualité, et cette actualité qui tous les jours bouge. On a besoin quand même par moment de prendre un peu de recul et c'est ça qu'un écrivain comme Alphonse Daudet permet. D'ailleurs, vous parliez de Victor Hugo. Moi, je connaissais pas Victor Hugo. Puis vous savez, maintenant on peut acheter les œuvres complètes sur les liseuses pour 1 €. J'ai acheté les œuvres complètes. Je savais pas moi que c'était un écrivain fantastique, mais complètement surréaliste, complètement. Moi, je croyais que c'était. J'avais les poèmes de Victor Hugo, un peu banals, un peu pontifiants, etc. Sur Napoléon, moi j'ai des trucs beaux, mais enfin un peu chiants, quoi. Je savais pas que c'est L'Homme qui rit. L'Homme qui rit, c'est une des plus grandes œuvres de langue française. Mais c'est extraordinaire. C'est baroque, c'est complètement surréaliste, c'est d'une violence, d'une cruauté. Alors là, pour le coup, pas du tout moral. Voilà, avec un discours social absolument fabuleux, parce que le discours de Gwynplaine à la Chambre des Lords, mais ça devrait être appris par cœur par tout élu de gauche qui se respecte. C'était absolument magistral. Oui, Notre-Dame de Paris, j'avais vu des bouts de la comédie musicale, je ne savais pas que c'était ça. Non, vraiment. Et il y a quand même là, dans ce 19e siècle, dans ces écrivains du 19e siècle, quelque chose, je ne sais pas, il me semble, en tout cas, dont moi j'ai besoin aujourd'hui pour continuer à vivre dans ma tête, pour continuer à être bien, quoi. Oui, mais de même que Alphonse Daudet est désormais simplement un antisémite, Victor Hugo va bientôt être un mâle blanc harceleur. C'était un pédophile. C'est ça, c'est pas très reluisant, Victor Hugo. Non, je sais. Alors là, c'est vrai que, disons, le livre de Christophe Donner m'a apporté un mauvais coup, qui est un très très bon livre, La France Goy.
que j'ai lu. Je ne savais pas que c'était à ce point-là. Moi, je ne savais pas que c'était à ce point désastreux, l'histoire d'Alphonse Daudet. Moi, je croyais que c'était vraiment Léon Daudet qui... Je savais pas. Alors, j'avais lu une biographie de Lucien Daudet où il disait qu'il était ami avec Édouard Drummond. Je dis, merde, Édouard Drummond, là, ça déconne, là. Mais voilà, maintenant, cette histoire, c'est incompréhensible. C'est comment quelqu'un qui dans son œuvre, dans ce que je joue tous les jours, éprouve une telle tendresse pour l'humanité, une telle compréhension pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, une telle... Comment pouvait-il être antisémite? Là, c'est presque du mystère. C'est un mystère qui va s'éclaircir évidemment dans le siècle d'après, et qui va, voilà. Mais c'est du domaine du mystère. C'est compliqué de juger ça avec à la lumière de l'actualité. Il faut le juger, bien sûr, mais il faut quand même, il y a quelque chose. Même d'ailleurs dans le livre de Christophe Donner, quand il parle de Zola, c'est pas si clair que ça non plus, l'argent, etc. Donc c'est... quand je l'ai découvert, si vous voulez, bon, de toute façon, moi je le jouais depuis 2 ans, j'allais pas tout arrêter, puis surtout, je ne vais pas juger les écrivains en fonction de leur... parce que si on va chercher comment voter Shakespeare, enfin, je sais pas comment dire, ou les Élisabéthains qui étaient tous des criminels, ou le Caravage, ou les peintres, c'est l'abîme, quoi. Il y a plus rien, c'est maoïsme, on met tout à zéro. Mais en effet, il y a quelque chose d'énigmatique là-dedans pour moi, d'énigmatique et d'important, mais... Vous disiez en ouverture de cet entretien que vous aviez bien peu de médias, de journaux qui parlaient de votre spectacle. Pourquoi? Oui, c'est-à-dire qu'Alphonse Daudet, jusque-là, il est renvoyé à la droite. J'ai eu un article dans le Figaro Magazine, dans Causeur, c'est-à-dire, je les en remercie de tout mon cœur. Alors vraiment, je ne ferai sûrement pas de... Mais je vois bien qu'Alphonse Daudet est considéré... Et il a le truc, voilà, il a le poinçon interdit parce que, je vous dis, sans doute, le livre... D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne le savent même pas, encore une fois, Lucien Daudet, Léon Daudet, on le savait, etc. Mais Alphonse Daudet, on ne savait pas, à ce point-là. Donc voilà, il est... je trouve que c'est une paresse intellectuelle. Je trouve que c'est... En même temps, ça me... Oui, puis il y a des pans entiers de la littérature et même des auteurs de théâtre qui sont en train comme ça de disparaître. Jean Anouilh, aux oubliettes. Enfin bon, tous ceux qui ont le malheur d'être considérés comme réactionnaires ou de droite. Il y a quelque chose quand même de c'est vertigineux parce qu'on peut aller loin comme ça. On peut foutre... Vous savez, Molière, il couchait avec toutes les femmes de sa compagnie. Enfin, je sais pas comment dire. Il était... voilà, on peut comme ça... j'ai vu récemment un malade imaginaire, merveilleux d'ailleurs en Corse. Et je dis, mais en fait, c'est anti-vax, c'est très réactionnaire le malade imaginaire. Enfin, vous voyez, on peut toujours. Ouais, il faut dire que, bon, encore une fois, moi je vous dis, je suis un enfant de 68, donc j'ai failli mourir sous la morale des années 50, 60, que ma pauvre mère m'imposait, la répression sexuelle, tout ça. Donc je ne peux plus jamais collaborer avec le puritanisme qui soit sur le domaine sexuel, sur le domaine mental, sur le domaine... Voilà, donc... mais c'est vrai que c'est... Je pensais pas qu'avec Alphonse Daudet, ça serait pire qu'avec Suarez, pire qu'avec les taureaux, la corrida, pire qu'avec... ça serait encore plus difficile, mais je dois avoir le chic d'aller chercher les auteurs qu'il faut pas monter, mais bon. Oui, mais ce puritanisme est en train de gagner absolument tous les pans de la société. C'est pas un hasard si vous avez signé la tribune que nous avons publiée dans Marianne sur MeToo et le danger que fait courir ce qui maintenant relève de l'idéologie sur l'espace démocratique. D'abord, j'ai été une victime de ce mouvement. Bien sûr, et vous avez gagné un procès en diffamation. Ça au cri, alors là, je ne dis pas qui, mais voilà, suivez mon regard. Mais pas du tout, tu n'es pas victime, machin. Si, je suis désolé. Donc, je parle en connaissance de cause. Et d'ailleurs, je remarque qu'on ne parle plus du tout de mon truc, parce que mon truc, c'est un peu le caillou dans la chaussure. C'est tellement évident. Alors, on dit c'est une folle. Non, c'est pas une folle. Quelqu'un qui a compris très bien la situation, comment faire, etc. C'est évidemment la preuve. Pourquoi une femme mentirait pas? Pourquoi un homme... Enfin,
je ne sais pas comment dire, l'histoire du divorce est faite de ça, l'histoire... C'est d'ailleurs paradoxal, puisque je me souviens que Ségolène Royal est celle qui a défendu les hommes dans les divorces dont on voulait retirer la garde des enfants, que les femmes divorcées, pour se venger, voulaient empêcher de voir leurs enfants. C'est Ségolène Royal qui a eu une action très importante en faveur des hommes. C'était il y a 10 ans, ça paraît être il y a un siècle aujourd'hui. Donc, si vous voulez, bien sûr, pour moi, j'ai la chance d'avoir... cette histoire m'a donné une grande chance, c'est de rencontrer Marie Dosé, qui a été mon avocate et qui est devenue une amie, qui est une femme exceptionnelle. Donc, elle me dit surtout, ne parle jamais de ça, etc. Et je suis désolé, mais pour moi, il y a un tronc, il y a 2 branches, il y a MeToo et il y a Trump. Et le tronc, c'est le fascisme américain. Voilà, c'est le fascisme puritain américain. Et pour moi, c'est MeToo, c'est à gauche, et Trump, c'est à droite. Voilà, c'est les 2 produits de cette même dérive, de ce merveilleux pays qu'est l'Amérique, et qui, malheureusement, depuis quelque temps, l'est plus du tout. Mais comment vous expliquez que ça prenne aussi bien en France? Parce qu'on suit l'Amérique. On suit l'Amérique, on est fasciné par l'Amérique, c'est la mode, l'Amérique, c'est la mode. On n'était pas prémunis justement par cette culture qui est une culture à la fois libérale, libertaire, libertine aussi. Bien sûr. Tout mais Alain Finkielkraut en parle très bien. Hein. Dans toute la littérature. Je trouve qu'Alain Finkielkraut en parle très très bien quand il dit la délicatesse française. Moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, avec ses positions, tout ce qu'on voudra. Mais par exemple, la phrase est-ce que vous êtes de gauche? Non, puisque je suis de gauche. Alors moi, je continue à l'être de gauche. C'est de plus en plus dur, mais je continue. Mais je la comprends très très bien. Je ne suis plus de gauche parce que je suis de gauche. Eh bien, moi, je dirais, c'est vraiment, ça devient de plus en plus dur d'être de gauche quand on est de gauche. Et quand, encore une fois, un enfant de 68, un enfant de la Révolution, ça devient de plus en plus dur. Parce que actuellement, où est la gauche, où est la droite? Vraiment, on est en droit de se poser la question. Franchement, la vraie gauche et la vraie droite. Où est-ce que c'est? C'est compliqué maintenant. Vous allez continuer ce spectacle Ah oui. Et vous allez continuer à travailler autour de l'œuvre d'Alphonse Daudet. Absolument. Vous avez en projet d'autres... oui, j'ai plus qu'un projet, puisque j'ai... Alors là, je dois dire merci au Covid, puisque le premier confinement m'a permis de mémoriser, parce que c'est quand même... Non, mais c'est quand même une performance, hein, il faut quand même le dire, c'est hallucinant. C'est un peu du domaine du cirque mental, mais c'est vrai. Donc vraiment, en plus, le texte a été de tous les textes que j'ai mémorisés, c'est le plus dur parce que c'est le plus simple. Les mots sont simples, donc on dit toujours un mot pour un autre, et je ne veux absolument pas dire un mot pour un autre. Donc le premier confinement m'a permis, enfin il a fallu plus, mais j'ai travaillé 6 mois, de mémoriser. Et le deuxième confinement, j'étais tellement déprimé, je me suis dit maintenant j'en fais un troisième. Et donc j'ai monté une troisième soirée que je vais créer l'été prochain à Avignon, qui s'appelle Les Étoiles, et qui sera plus romantique, plus fantastique, avec des musiques, des éclairages, qui sera pour moi un peu l'inconscient des 2 premiers. Les 2 premiers, il y a un plein feu, c'est le cagnard, le soleil du sud. Et là, il y aura des nuits, il y a des histoires corses, il y a les vieux, il y a Mamette qui joue, et je l'ai déjà monté, et je l'ai joué 2 fois l'été dernier, et j'en attends beaucoup. Puis il y a une histoire d'amour, Les Étoiles, qui est la plus belle lettre de toutes les lettres de mon moulin. On attend ça avec impatience, et je pense que aller voir ces spectacles-là, c'est aussi un acte de résistance. C'est-à-dire que la poésie qui est dans ces textes, c'est aussi celle qui est en train de disparaître de notre monde. Ben, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup de dire ça, parce que, évidemment, que les 2 mots que vous venez de citer, pour moi, sont, je dirais, toute ma vie. C'est la poésie et la résistance. Voilà, de toute ma vie, j'ai fait du théâtre dans un état de résistance. J'ai été initié par la grande patronne de cette question-là, Ariane. Et puis, j'ai continué à essayer d'être digne du rôle qu'elle m'a offert à l'époque, qui était Molière. Et puis, la poésie, voilà. Mais la poésie au théâtre, dans la littérature et dans la vie. Et dans l'amour et dans les relations avec les femmes. Et voilà, la poésie partout. Sinon, ça vaut pas le coup. Merci beaucoup, Philippe Claubert. Merci à vous, Natacha Polony.